Bien, merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Donc, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs, la semaine dernière, nous avons appris une bien triste nouvelle, puisque, vous le savez, nous avons appris le décès de notre ancien collègue Lucien Jacob, à l'âge de 89 ans. Il avait été élu sur les bancs de notre Assemblée pendant 12 ans. Il a consacré, vous savez, une bonne partie de sa vie à la viticulture, qui était sa passion. Il a œuvré au développement et à la reconnaissance des Hautes-Côtes. C'était un républicain, un gaulliste de la première heure. Il était particulièrement attaché à une conception de l'intérêt général proche des gens. Il a été maire d'Échevronne pendant un quart de siècle, conseiller général du canton de Beaune-Nord, conseiller régional de Bourgogne, 2 fois député de la 5e circonscription. Il a défendu toujours avec passion les intérêts de sa commune, de notre département, de la région et ceux de notre pays. Au Conseil général, à l'époque, il avait passé le flambeau en 2004 à Denis Thomas, que le conseiller départemental de l'Adoua-Sérigny. Un certain nombre d'entre vous ont siégé à ses côtés au Conseil général, et je garde, pour ce qui me concerne, le souvenir d'un homme franc, engagé, passionné. Je me souviens lui avoir remis l'honorariat, c'était en janvier 2013, pour saluer son engagement pour la collectivité et aussi son engagement dans le monde viticole. Et au nom du département, je veux présenter nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses anciens collègues, conseillers généraux et aux habitants d'Échevronne. Et puis notre pays a été marqué aussi par le décès de 13 soldats français, survenus le 25 novembre au Mali dans le cadre d'une opération extérieure de nos armées. Ils avaient été envoyés sur place pour lutter contre le terrorisme islamiste, cet hydre terrible qui sévit dans toute la région du Sahel et s'abat sur les populations civiles. Les 13 soldats sont morts dans le cadre de l'opération Barkhane, lors d'une collision d'hélicoptères. C'est un drame, d'abord pour notre nation, mais aussi pour leurs familles, pour leurs proches. Et je voulais, au nom du département, là aussi, nous joindre à l'hommage national qui leur est rendu aujourd'hui même, cet après-midi, aux Invalides. Et puis, une pensée aussi pour les hommes du SDIS qui sont décédés, du SDIS du Bouches-du-Rhône, puisque vous le savez, il y a eu un tragique accident d'hélicoptère, là aussi, et 3 morts notamment, et puis on aura une pensée pour les victimes, et pour les maires, les élus qui ont en charge de faire face aux intempéries qu'on connaît aujourd'hui, Gap, Pau, Saint-Christol, Vars, Le Mouilly, et d'autres villes qui ont été touchées. Je voudrais aussi avoir un message tout particulier pour Jean-Marie Bockel, mon ancien collègue sur les bancs de l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, il y a l'un de ses enfants, l'un de ses fils qui est décédé, et Pierre-Emmanuel, et donc il a eu des mots, j'ai trouvé, d'une grande dignité pour évoquer la disparition de son fils et son engagement dans les forces armées. Il est attaché à l'idée de nation, à l'idée aussi du rôle de la France sur le terrain de la lutte contre l'hystérie, contre ces hydres dont j'ai parlé tout à l'heure, islamistes et extrémistes. Et donc, en hommage à Lucien Jacob, en hommage aux militaires qui sont morts au combat au Mali, en hommage à les pilotes d'hélicoptères et mécaniciens du SDIS des Bouches-du-Rhône, en hommage aux victimes aussi. Et je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien.
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, j'ai tenu à vous réunir aujourd'hui en session extraordinaire pour traiter un seul rapport qui porte sur les transferts de compétences entre le département de la Côte d'Or et la métropole. C'est un rapport qui est destiné à vous présenter l'arrêté pris par le préfet Bernard Schmelz, préfet de la Côte d'Or, préfet de la Bourgogne-Franche-Comté, et qui a été signé le 25 novembre 2019. Cet arrêté fixe les conditions du transfert des compétences entre le département et la métropole au 1er janvier 2020, et ce transfert doit être achevé au 1er juin 2020. Ce sont les termes de l'arrêté. Alors, je vais être extrêmement précis, parce que contrairement à ce que j'ai lu ou entendu, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas un accord, c'est un arrêté. Et je souhaite que l'on sorte le plus vite possible de cette situation de transfert de compétences, d'abord pour nos agents eux-mêmes, mais aussi pour le service public, pour les services publics auxquels nous sommes extrêmement attachés. Je vous le dis, je vais vous proposer de faire nôtre les conclusions de cet arrêté, d'autant qu'il confirme le principe des transferts que j'ai défendu depuis le début, c'est-à-dire que l'on applique le droit, tout le droit, rien que le droit. Pour ma part, cette affaire n'a que trop duré, et je ne veux pas qu'on rentre à nouveau dans des débats interminables qui mettraient cette fois en cause le département sur les conditions mêmes d'application de l'arrêté. Première observation, l'arrêté du préfet est conforme aux chiffres que le département a fournis depuis le début dans l'évaluation des transferts. Et je vous le dis, je suis déterminé à appliquer scrupuleusement les conditions de cet arrêté, qui sont clairement fixées. À cet effet, j'ai adjoint au rapport de cette session un document qui vous a été remis sur place, donc d'abord l'arrêté lui-même. Vous aurez également un document qui est le rapport de l'expert qui avait été mandaté, j'y reviendrai, pour conseiller le gouvernement et le préfet sur les conditions de ce transfert par rapport aux demandes qui avaient été formulées par la métropole. Et j'ai souhaité vous annexer à ce rapport un document qui a été remis sur table ce matin et qui prévoit l'application stricte que vous allez avoir. Il va vous être remis à l'instant, on va le distribuer à l'instant, et donc qui va prévoir les modalités de mise à disposition des transferts de compétences. Mais madame, attendez que j'ai terminé avant de parler, parce que si vous commencez par me dire... Je vous dis qu'il reprend les termes, c'est un arrêté qui reprend les termes stricts et pour lesquels, d'ailleurs on prendra le temps de l'examiner, je vous le lirai s'il le faut, et chaque point pourra faire l'objet d'une discussion. Mais je vous dis, l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est que je veux qu'on en sorte vite, et je veux aussi qu'on en sorte vite dans le respect des termes de l'arrêté qui est extrêmement précis, et qu'on sorte de la confusion qui a été délibérément entretenue depuis des mois autour de cette question, où chaque fois c'était les attaques contre le département. Donc je veux qu'on en sorte vite. Donc il y aura un document, on prendra le temps, s'il faut la matinée, j'ai tout mon temps, Madame Popard, on examinera chaque ligne s'il le faut, mais les conditions du transfert seront clairement fixées et annexées à la délibération pour que j'ai mandat, au nom du département, à mener la discussion respectueuse de l'arrêté qui a été tel qu'il était fait. Donc ce document, il évoque 8 compétences. Je vais être précis parce que tout le monde parle du transfert sans évoquer qu'est-ce qu'il y a dans ce transfert et qu'est-ce qu'il y a dans l'arrêté. C'était le cas au dernier conseil métropolitain, je l'ai suivi évidemment, où là il y a une confusion absolument totale, où on disait on va avancer vite, mais les maires ne vont pas s'en occuper pendant le temps qui est là parce qu'ils ont des élections. Enfin, franchement, oui, il faut qu'on en sorte vite. Et dès maintenant, je vais préciser les conditions dans lesquelles l'arrêté engage ce transfert. D'abord, on parle de 8 compétences qui seront transférées effectivement et qui sont transférées effectivement au 1er janvier 2020. C'est le terme de l'arrêté. Il s'agit de quoi ? Le fonds de solidarité pour le logement, qui ne pose pas de difficultés particulières.
Il s'agit deuxièmement du service public départemental d'action sociale de premier niveau, de premier accueil, qui est destiné à aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. C'est le deuxième point. Troisième point, la mise en œuvre du programme départemental d'insertion pour lequel nous restons chefs de file, mais la mise en œuvre aura un volet métropolitain. Troisième point. L'aide aux jeunes en difficulté. Cinquième point, la prévention spécialisée, dont on a beaucoup parlé ici. Maintenant, au moins, la métropole pourra dire ce qu'elle veut en faire, après m'avoir tant reproché de ne pas en avoir fait assez. Et ensuite, sixième point, des compétences liées aux personnes âgées à l'action sociale. Septième point, compétences liées au tourisme, à la culture et à l'exploitation et l'entretien des équipements et infrastructures de sport. C'est le septième point. Et le huitième, enfin, qui est de droit, c'est la gestion des routes départementales sur le territoire de la métropole. Ces routes départementales sont donc transférées, ainsi que leurs dépendances et accessoires. Donc, elles seront transférées, toutes ces compétences, au 1er janvier. Et ensuite, on va voir les modalités d'application. Ces 8 compétences ont été revendiquées par la métropole de Dijon. Cela constitue, je le répète, un cas unique en France, à l'exception de Lyon qui a un statut particulier, et à l'exception de Saint-Étienne pour lesquels les discussions sont toujours en cours entre la Loire et Saint-Étienne. Mais c'est le seul cas en France où il y a eu la revendication de toutes les compétences transférables. Je veux dire ici clairement que le président de la métropole est dans son droit d'avoir revendiqué toutes les compétences, et je respecte cette volonté. S'il y a eu un problème depuis des mois, c'est parce que la métropole est allée bien au-delà de ce que prévoyait la loi, et notamment dans le champ du social, où il s'agissait d'un transfert de premier accueil ou de premier niveau, puisque nous conservons, et au terme de la loi, toutes les compétences de chef de file des solidarités sur le département, y compris sur la métropole. Je répète, toutes les compétences de chef de file des solidarités, y compris l'insertion. Ça concerne l'APA, on reste responsable de l'APA sur la métropole, le handicap, la protection de l'enfance, c'est le département qui le reste responsable sur la métropole, le RSA, c'est le département, et l'accompagnement des publics en insertion, c'est le département. Alors, lors de ses vœux pour l'année 2019 au Zénith, le président de la métropole avait annoncé que 140 agents du département allaient rejoindre la métropole. 140. J'avais indiqué que ce chiffre ne correspond à aucune réalité. Ce qu'a confirmé M. Monti, ancien président de Chambre régionale des comptes, médiateur nommé par l'État. Il a même qualifié, madame, excusez-moi, mais ça peut être intéressant que vous écoutiez, il a même indiqué, M. Monti, dans ce rapport, que la demande d'un équivalent temps plein de la métropole était excessif. C'est page 5 du rapport du médiateur. Le souhait initial de la métropole de Dijon était sans doute excessif. Il parle de 94 équivalents temps plein, voire beaucoup plus au moment de la parution de la loi, dit-il, M. Monti. Bon, que dit l'arrêté du préfet ? L'arrêté du préfet dit qu'il y aura en tout et pour tout 15,4 équivalents temps plein transférés du département à la métropole pour l'action sociale de premier niveau. 15,4. Pour les routes départementales, 13,44 équivalents temps plein. Donc c'est très précis. 13,44 équivalents temps plein. Pour le fonds de solidarité pour le logement, 8,57 équivalents temps plein. Pour le fonds d'aide aux jeunes en difficulté, 1,28 équivalents temps plein. Pour l'insertion, 0,59 équivalents temps plein. Et pour les personnes âgées, 0,425 équivalents temps plein. Total, 39,7 équivalents temps plein. Donc on est loin de ce que nous avait annoncé comme étant un grand soir ou un grand matin. Alors, je vais apporter une précision à laquelle je vous rends très attentif, mesdames, messieurs les conseillers départementaux. Aucun agent, écoutez-moi bien, parce que c'est très important, Madame Popin,
aucun agent ne sera transféré de droit parce qu'aucun d'entre eux n'exerce en totalité une mission transférable à la métropole. Aucun. Aucun d'entre eux. Ce qui veut dire que les éventuelles mobilités, parce que chacun sera libre de rejoindre les postes qu'il entend, comme dans la gestion de la fonction publique, ce qui veut dire en termes clairs que les éventuelles mobilités interviendront par la procédure de la mutation, libre à chacun de candidater. Et ça veut dire, Madame Popard et Madame Konders, qu'il faut que la métropole crée et ouvre rapidement les postes correspondant à ces nouvelles missions. Si vous ne créez pas de poste, il n'y aura pas de transfert de mission. Et je veux que ça se fasse rapidement. Donc il faut que ce soit fait, en tout cas, la création des postes ouverts et pourvus avant le 1er juin. Avant le 1er juin. Donc les choses sont extrêmement claires. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la métropole n'a pas encore commencé le processus. Et lors de sa conférence de presse d'avant le conseil municipal, le 25 novembre dernier, le maire de Dijon a parlé d'une victoire de ma part, ou d'une victoire de la part du département. Mais non, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas le bon registre, parce que pour moi, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Ce qui compte pour moi, c'est le respect de la loi. C'est la qualité du service public et la qualité du service aux usagers. Et chacun devra assumer dans son domaine de compétence cette responsabilité. Et la décision de M. le Préfet va tout à fait dans ce sens. Alors, j'ai entendu, du côté de la métropole, et je l'ai écouté, donc j'affabule pas, c'est le préfet qui propose à présent un accord de collectivité. Non, il ne propose pas un accord. Il a tranché. Et c'est son rôle, c'est prévu dans la loi et par les textes. Et donc, faute d'accord, puisqu'il n'y a pas eu d'accord, le préfet a décidé et sa décision s'impose. Voilà la réalité des faits. Donc il n'y a pas eu d'accord, et quoi qu'on en dise, c'est cette réalité-là qui s'impose à nous. D'ailleurs, je tiens les courriers, tous les éléments d'information à ceux qui le souhaiteraient à disposition. Je veux redire aussi qu'il n'y a pas eu d'obstruction du transfert d'informations financières en vue du transfert de compétences. Il faut sortir de cela. De ce point de vue, je veux rendre hommage au travail du médiateur M. Monti, tiers de confiance, haut fonctionnaire de la Cour des comptes, rompu à ce genre d'exercice, qui a été justement choisi pour son expérience. Le rapport d'expertise, je vous l'ai joint, il est à votre disposition. Et les chiffres qui ont été communiqués au médiateur sont exactement ceux qui étaient fournis par le département de la métropole durant toute la procédure de discussion. Donc je veux le dire ici, on nous a fait un mauvais procès. Ce que je veux redire aussi ici ce matin, c'est que quand on transfère une compétence ou qu'on revendique une compétence, il faut s'apprêter à l'exercer. Et quand on transfère une compétence et des moyens financiers, on ne transfère pas en fonction de ce qu'on veut faire du service, on transfère en fonction de ce que nous-mêmes nous assurions pour engager le service. Donc, et c'est le cas notamment d'un certain nombre de sujets. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est ça qui est intéressant. D'abord, l'arrêté du préfet prévoyant le transfert des 8 compétences revendiquées par la métropole a une grande vertu, c'est celle d'assurer enfin la clarification d'un fatras législatif, que d'ailleurs je n'avais pas souhaité, puisque je n'ai pas voté les lois Notré et MAPTAM quand j'étais parlementaire, et que je les ai combattues. Mais enfin, c'est ainsi, je suis un républicain, je les applique. Dès le 1er janvier, donc, les compétences revendiquées par la métropole devront être toutes assumées financièrement par la métropole dès lors qu'elles sont transférées. Et je veux le rappeler ici, le département continuera d'assumer toutes ces missions et nous traiterons les habitants de la métropole comme tous les habitants du département et le département continuera d'agir dans toutes ses compétences sur la métropole et donc il appartiendra bien sûr, en contrepartie, à la métropole qui a revendiqué certaines compétences du département, de les assumer pleinement, entièrement, et on ne payera pas 2 fois. Ça veut dire que toutes les compétences transférées seront assumées exclusivement par la métropole et elle seule. Oui, je vous le redis, on ne payera pas 2 fois. On ne payera pas pour le transfert de la compétence et encore pour aller accompagner le transfert de la compétence ou la compétence elle-même. Donc tout ce qui est transféré ne fera l'objet de plus aucun financement à la métropole.
Ça représente quand même 5,2 millions de transferts d'argent à la métropole, y compris les équivalents temps plein. Bon, par ailleurs, je sais qu'il y a des inquiétudes. Alors, je veux rassurer les communes de la métropole. Nous continuerons d'aider les communes de la métropole, comme nous le faisons, les associations de la métropole, dans les compétences, je dis bien pour les communes, dans les compétences qui sont les leurs. Tout n'a pas été transféré à la métropole. Donc, dans toutes les compétences qui sont les leurs, nous continuerons d'aider les communes, les associations, en fonction de leur intérêt départemental. Donc, on va garder toutes nos agences Solidarité Famille sur le territoire métropolitain pour continuer d'assumer nos missions de chef de file de l'action sociale, et je vais leur préciser ensuite dans les modalités de mise en œuvre. Évidemment, comme nous n'aurons plus de route départementale, nous supprimerons très rapidement l'agence du Dijonais, qui n'a plus de lieu d'être, puisqu'il n'y a plus de route départementale dont nous aurons la responsabilité au 1er janvier. Et pour ce qui est du tourisme, qui est là aussi un des enjeux importants, nous allons devoir transférer 414 184 euros, 414 184 euros, chère Marie-Claire Vallet, Madame la Présidente du Comité départemental de tourisme. Évidemment, ça ne sera pas sans conséquence. Donc la revendication de la compétence tourisme par la métropole, elle va l'assumer avec son office de tourisme métropolitain. Donc nous aurons très rapidement une assemblée générale extraordinaire de Côte d'Or Tourisme pour prendre acte de cette revendication de la métropole. La métropole assumera évidemment la compétence touristique qu'elle revendique sur son territoire. Le comité départemental du tourisme sera invité à en tirer les conclusions avec une assemblée générale extraordinaire dont je souhaite qu'elle se tienne rapidement et qu'ensuite nous puissions voir les conditions dans lesquelles des conventions éventuelles de partenariat pourraient être trouvées à parité financière entre la métropole et le département pour conduire des actions, mais ça c'est le sujet d'après. Donc les démarches vont être engagées dans les prochains jours. Pour ce que j'observe, c'est que sur les compétences transférées, et c'est ce que dit aussi l'arrêté du préfet, la métropole ne peut pas et n'est pas en mesure d'assurer l'exercice des compétences qu'elle revendique depuis 2017, notamment pour l'entretien des routes. Elle n'est pas en mesure de l'exercer au 1er janvier. Dès lors, ça concerne 15,4 équivalents temps plein. Donc, dès lors qu'elle ne peut pas l'assumer, le préfet nous indique qu'il souhaite que nous mettions à disposition, par voie convention, les agents pour assurer le service, c'est-à-dire l'entretien courant et la viabilité hivernale des routes. Ça concerne pas simplement les routes aussi, la mise en place de services pour assurer la mission. Ça concernera l'action sociale de premier niveau, pour lequel je souhaite qu'une convention intervienne avant le 31 décembre, sans quoi je ne mettrai pas à disposition un seul agent. Parce que tout se passe sous la responsabilité ensuite de la métropole. Et donc, il faut qu'on règle par voie conventionnelle avant le 31 décembre la mise à disposition des agents du département qui resteront évidemment dans nos locaux, qui seront sous ma responsabilité et sous celle du directeur général des services, mais qui seront mis à disposition de la métropole pour assurer les missions dans le cadre dans lequel nous exercions jusqu'à présent. Et si des missions supplémentaires venaient à être demandées, par exemple pour le déneigement, on l'assurera comme on l'assurait. Si des missions supplémentaires veulent être demandées, écoutez, on le fera au fur et à mesure, à la demande de la métropole, sans remettre en cause le fonctionnement du restant du département. Donc ça va se régler par voie conventionnelle très rapidement. Nous l'assumerons sans difficulté. Et nous ferons la même chose pour ce qui concerne le premier accueil, c'est 15,4 équivalents temps plein. Il faut que la métropole ouvre les postes rapidement pour permettre à des agents du département qui souhaiteraient rejoindre la métropole de pouvoir le faire sur les postes concernés. Et ensuite, au 1er juin, nous arrêterons le service, évidemment, tel que nous le ferons progressivement par voie conventionnelle. Ça vaut pour le Fonds Solidarité Logement, ça vaut pour le Fonds d'aide aux jeunes, ça vaut pour l'insertion et une partie de l'accompagnement des personnes âgées valides. Donc il y a urgence à ce que désormais, au 1er janvier, les postes soient ouverts pour être transférés au fur et à mesure. Évidemment, comme la compétence est transférée, l'argent s'est transféré également, les moyens financiers.
Tout cela sera facturé, évidemment. Toute compétence mise à disposition à compter du 1er janvier sera facturée à due proportion au service de la métropole. Voilà sur le principe général que fixe l'arrêté. Donc, les choses sont très claires dans l'arrêté. Compétences transférées au 1er janvier, totalité des transferts achevés au maximum au 31 mai, et dans l'intervalle, pour les services que la métropole n'est pas en situation d'assumer alors qu'elle les revendique depuis 2017, mise à disposition donc des agents dans le cadre conventionnel à établir et pour lequel je suis prêt dès cet après-midi à travailler sur le sujet. En tout cas, pourquoi je souhaite qu'on soit extrêmement clair sur les conditions de ce transfert? Parce que je ne veux pas revivre la même séquence où on s'est permis de remettre en cause en permanence les services du département de la Côte d'Or. D'ailleurs, je prends un engagement devant vous. À chaque session, jusqu'au 1er juin, à chaque commission permanente, je vous présenterai un rapport disant précisément les conditions dans lesquelles s'opère ce transfert de compétences, car je souhaite, je vous le dis et je le réaffirme au nom du département, que comme le prévoit l'arrêté, tout soit terminé le 31 mai dans l'intérêt des Côtes d'Oriens, de nos agents et du service public. Donc je le redis, il y a une urgence à ce que la métropole crée et ouvre les postes correspondant au transfert des moyens et des compétences qu'elle a revendiquées. C'est l'objet de ce rapport. Ce que je vous propose, c'est que pour la clarté du débat, on vous présente d'abord le rapport, je vous parle des modalités et ensuite on ouvre un débat qui durera ce qu'il durera et j'y suis prêt pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Mais ici, il faut qu'on sorte d'ici avec une feuille de route claire et qu'on sorte de ces ambiguïtés permanentes. Non, ce n'est pas un accord, c'est un arrêté, c'est une décision de l'État. Je l'appliquerai scrupuleusement et honnêtement. Voilà ce que je voulais simplement vous dire, mes chers collègues.